Puisalène. Pas de pub. Plus de tubes. Voilà, eh bien, Francis Essic, je suis absolument ravie de vous recevoir à Radio Puisalène. Et je vous recevais donc déjà pour votre livre dont nous allons parler, mais je ne savais pas que vous chantiez, et je viens de l'apprendre. Oui, alors bon, l'écriture de chansons, ça a été bien avant les polars, les polars en or. Ça a été, je dirais, le passage entre l'écriture théâtrale et les romans policiers. Voilà, c'était un petit peu ce qui a fait le pont, puisque au départ, moi, j'ai commencé à écrire pour le théâtre, pour le café-théâtre. Et forcément, l'écriture de sketch, c'est un petit peu comme les chansons, ça doit être court, ça doit être ramassé, ça doit être vif. Et j'ai après eu envie forcément d'installer des choses, d'installer des histoires, des personnages, et c'est pour ça que je suis arrivé au roman policier. Mais j'ai toujours conservé l'écriture de chansons, je continue d'ailleurs. Bon, c'est quand même très différent d'écrire un roman et d'écrire des textes courts. Complètement. Oui. Pas le même rythme, on part d'une idée à chaque fois, mais l'expression est forcément complètement différente, et surtout on n'a pas le temps de s'installer, faut aller très vite, que ce soit dans les sketchs aussi, les sketchs ça a un rythme, c'est toutes les 30 secondes, il faut qu'il y ait quelque chose qui rattrape le spectateur, donc c'est une écriture qui est effectivement assez compliquée. Oui, alors que là, bon, dans le numéro que vous demandez, c'est en longue haleine. C'est forcément en longue haleine. Alors j'ai aussi écrit des pièces de théâtre, mais encore une fois, dans les pièces de théâtre, même si c'est plus long, on peut installer des personnages, des histoires, on est un petit peu coincé par les lieux. Bon, là, dans le roman, là, on va où on veut, et c'est ça qui m'a vraiment plu, quoi. Alors, on va où on veut, oui et non, parce qu'il y a quand même le cahier des charges de Ravey-en-Sault qui demande, polar en or, une collection en or, c'est-à-dire vous êtes obligé quand même de respecter le fait qu'il faut que ça se passe, enfin, en Picardie. Je dis enfin parce que vous vous en êtes quand même assez rapidement évadé. Affranchi, pas totalement, évadé toujours. Alors je dirais, j'ai toujours eu cette formule en disant un polar régional, c'est avant tout un polar. Oui. Parce que bon, bien sûr, il y a une ligne directrice, une ligne éditrice de l'éditeur qui dit, moi, il faut que ça ait un rapport avec la région. Alors, on le trouve. Il est omniprésent, ce rapport, mais on va pas se cantonner à rester là. On va partir. Alors c'est pas l'apanage du numéro que vous demandez. Déjà dans Haine et Tradition avant, bien on démarrait dans le Lot-et-Garonne et on allait jusqu'au détroit de Gibraltar. Donc là, ça fait agrandir la région quand même. Mais c'était beaucoup plus large encore. C'était vrai également dans l'héritage du sénateur de l'Oise. Enfin, ça a toujours été vrai dans mes polars. Je me suis jamais contenté de la région. Alors, bon, tout simplement, peut-être, parce que c'est vrai que dans la collection, il y en a qui y restent dans la Picardie ou dans le Nord, qui situent l'ensemble, l'intégralité de leur histoire à l'intérieur de la région. Mais comme moi, j'avais cette envie de m'évader, ayant déjà écrit des textes très courts et bloqué certaines fois par les lieux, ben là j'avais vraiment envie de me dire cette fois-ci on m'aura pas, il y aura le respect de la ligne éditrice, ok, mais je n'interdirai pas le lecteur de voyager. Voilà. D'accord. Alors le respect de la ligne éditrice, eh bien c'est quand même que vous avez un détective qui habite à Cutts, et ça pour nous c'est tout à côté de Carlepont. C'est vrai. C'est vraiment très proche, avec une femme qui va manifester à Noyon. Oui.
Oui. qui a quelques problèmes avec la police à Noyon. Enfin, Elle est ça m'a très beaucoup engagée, fait rire. cette dame. Ah, très bien. Ah, oui. Elle est bien. Hein. Elle manifeste, elle en veut, et donc elle a quelques problèmes effectivement avec les policiers de Noyon. Et puis d'ailleurs, je me suis demandé quand elle avait manifesté. Je me souviens pas trop de manifestations pour ça à Noyon, mais c'était très bien. Bon, il y en a certainement eu. Hein. Alors, je rappelle que c'est une fiction. Non, mais c'est très bien parce que ça nous donne son caractère. Et ça, ouais. C'était l'important. Et puis, alors j'ai bien aimé aussi, le juge qui habite à Saint-Martin-le-Neu, n'est-ce pas? Bon, je me suis dit tiens, ça a été choisi quand même exprès. Eh bien, alors. On peut livrer quelques secrets. En fait, non, pas du tout. Non. J'ai vu ça qu'après. Ah bon? Oui. C'est un village qui est à côté de Beauvais. Oui. Et alors je l'ai situé là parce que Beauvais, je n'arrivais pas à trouver un endroit dans Beauvais qui puisse permettre de recevoir autant de personnes. Enfin, dans mon esprit, le juge ne devait pas se trouver dans son bureau, ne devait pas se trouver dans un lieu. Il devait se trouver dans un lieu tranquille, reposé, alors chez lui, calme, et puis, là où il pourrait inviter d'autres juges et avoir des conversations autour d'un repas, c'est toujours plus convivial, etc. Et Beauvais, ça ne m'allait pas. Alors j'ai pris la carte, j'ai dit Saint-Martin-le-Neu, c'est génial ça. Alors ils ont une très belle maison, on a vraiment envie d'aller les voir, hein. C'est très agréable. Ah oui, mais elle existe, hein, la maison existe. Hein, oui. Ah bah oui, il y a quand même des repérages qui sont faits. Et puis, alors ça c'est intéressant aussi parce que souvent, quand j'ai lu des polars, quand j'étais plus jeune, je lisais des polars et ça m'emmenait dans des endroits que je connaissais pas. Alors vous avez Brooklyn, enfin tous ces endroits où on imagine, mais on a du mal à s'y retrouver. Oui, tout à fait. Et moi j'aime bien emmener le lecteur dans des endroits qu'il va pouvoir revoir par la suite. Mais oui. Et dans Dérapage en Picardie, par exemple, alors là, je l'avais fait passer une bonne partie de l'action à Ouchy-le-Château. Ouchy-le-Château, c'est à côté de Soissons, en tout cas pas très loin, et je n'y étais jamais allé de ma vie. Et 2 ans après avoir écrit le polar, j'ai fait un détour sur la route pour aller voir. Oui, pour aller voir. Et j'ai revu l'église. J'étais avec mon épouse, j'ai revu l'église et j'ai dit c'est là que ça s'est passé, les obsèques. C'est assez extraordinaire. Ah mais c'est intéressant de pouvoir effectivement se plonger et puis se dire et c'est vrai que parfois on a du mal à imaginer le cadre. Enfin moi je me rappelle quand je travaillais, j'étais prof autrefois, j'aimais bien passer des petits passages de films quand même à mes élèves parce que par exemple quand on parlait du pharaon dans de ce qui se passait donc dans des romans pour enfants, pharaon, le char du pharaon, eux ils imaginaient un tank, hein, ça. Voilà. Bon. Alors je passais des tout petits passages de films parce qu'on n'a pas le droit sans autorisation évidemment de passer un film, mais je passais des petits passages. Parce que dans le roman de la momie, ils pouvaient pas du tout imaginer ce qui se passait. C'était pas donc pour fixer vraiment qu'ils aient des images mentales, parce que sinon ils partaient vraiment dans la nature. Je donnais et c'est vrai que mais même parfois dans un certain nombre de films, on vous emmène dans des quartiers. C'est bien, mais on est un peu perdu. Oui. Oui. Alors que là, effectivement, donc vous me dites que la maison du juge existe. Ah oui, ça existe. Bien. Alors, ces lieux, donc vous avez pu prendre des lieux en Picardie, et puis ensuite, on s'évade, on va beaucoup plus loin, mais tout simplement parce que vous avez quand même multiplié les moyens d'investigation, et vous utilisez des moyens tout à fait modernes. Moi, je n'utilise rien. Ce sont les personnages. C'est j'aurais tendance à dire la réalité de la fiction qui fait que tout pouvoir investigateur, que ce soit la justice ou la police, a besoin des outils d'aujourd'hui. Alors c'était encore plus vrai dans Haine et Trahison, parce que alors là, ce coup-là, on se baladait dans un vrai
un vrai transport de drogue, un vrai go fast, et donc il fallait tout relier, il fallait que chacun soit en communication. C'est vrai là aussi par des instruments judiciaires qui permettent de stocker des informations qu'on ne peut pas utiliser, mais qui, peut-être en les recoupant, un jour, ferait jaillir la vérité sur quelque chose. Alors, ça marche ou ça marche pas, les ordinateurs, on le voit de toute façon, ils arrivent à une limite, pour l'instant encore. Reste l'investigation de terrain que le détective en sous-marin, puisqu'il ne peut pas être mandaté, on a des problèmes administratifs qui l'empêchent. L'enquête de terrain d'un détective va pouvoir faire déboucher sur une affaire un peu énorme quand même, et puis qui aurait pu frapper des gens comme vous et moi. C'est ce qui est un petit peu angoissant. Oui. Ah oui, c'est angoissant quand on le lit, c'est tout à fait. Oui. D'un bout à l'autre, parce que il y a vraiment un suspense. Alors c'est ça qui est vraiment terrible, c'est que vous nous dites dès le départ quasiment, on est dans la tête du tueur dès le départ. Oui. À la limite, on comprend tout de suite qui est le tueur. Oui. Bon. Et puis, le suspense continue parce que premier suspense, est-ce qu'on va réussir à le trouver parce qu'il y a quand même, c'est très bizarre. On suppose qu'il y a un tueur en série, mais il n'y a rien qui relie les différents crimes. Voilà. Pour ça, je laisse le lecteur. Et puis, au fur et à mesure, le suspense augmente jusqu'à la fin parce qu'il risque de continuer. Voilà. Et on risque aussi nous d'être les victimes. C'est ça. Et vous nous menez jusqu'à la dernière page. Oui. Et alors c'est un petit peu le rôle de l'écrivain. Mon Dieu. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que là, vraiment, vous manipulez le suspense et votre lecteur. Du coup, c'est très très. C'est-à-dire qu'on lui donne pas toutes les informations tout de suite. Non. J'essaie quand on écrit, il faut absolument qu'on soit lecteur, parce que si on écrit pour ça va pas. Donc on se dit, allez, qu'est-ce qu'on donne? Dans tant de pages, on va donner quoi? Et on va surtout faire naître quelle envie pour les pages suivantes, quoi. L'idée, c'est toujours de laisser un petit peu. Alors au début, on donne des éléments. Mais oui, on a l'impression que vous avez tout donné. Et puis là, on reste sur sa fin constamment. Constamment. Ça, c'est côté magique. En fait, j'ai construit mon histoire sur 3 temps. Vous avez le passé, le présent et le futur, qui sont tout le temps en permanence. Alors, le passé, on va déjà parler du présent. Le présent, c'est l'enquête du détective. On va se dire, on va le suivre. Mais cette enquête du détective, elle va piétiner parce que le pauvre, il est pas plus malin qu'un autre. Et bon, au bout d'un moment, devant rien, il y a rien, quoi. Bon. Et ça va nous donner le temps d'aller nous replonger dans le passé et de comprendre la mécanique du tueur qu'on a identifié, et on va revivre donc dans le passé. Mais par contre, très vite, on va ouvrir la fenêtre de l'avenir. Oui. C'est parce qu'il n'a pas fini, quoi. Oui. Et là, donc, on se trouve avec une temporalité à 3 niveaux, et c'est intéressant. Oui, mais c'est ce que j'avais aimé, justement. J'avais noté passé, présent et venir, et j'avais vraiment aimé parce que vous le dosez peu à peu. Oui, bien sûr. Et ces retours dans le passé à chaque fois, ça nous donne un bon coup d'adrénaline. Oui. Alors, c'est affreux. Enfin, je ne veux pas. Surtout, faut pas dévoiler pour le lecteur. Non, mais il y a des façons de tuer. Alors, et en plus, on a le choix, parce que c'est jamais pareil. On n'est pas en présence. Voilà, on n'est pas en présence d'un tueur en série qui, pour une pathologie quelconque, va réaliser les mêmes choses, c'est-à-dire le même viol, le même machin. Non, on n'est pas du tout dans ce créneau-là. Ça, on oublie. Tout simplement parce que la personne qui va être concernée, qui va être mise en face du tueur en série, n'est jamais la même. C'est-à-dire c'est le hasard pur. Totalement. C'est la loterie nationale, c'est qui a le bon numéro, c'est-à-dire le numéro que vous demandez, paf. Et ça peut tomber, alors ça tombe sur un enfant, ça tombe sur un vieillard, ça tombe. Et forcément, le tueur, lui, il peut pas avoir un modus operandi constant. Non, il s'adapte. Il s'adapte à la situation. C'est affreux parce qu'à chaque fois aussi, il va rater, c'est pas possible. Il est trop futé, ça va pas. Alors c'est vrai que c'est un côté un petit peu curieux. Après,
quand on lit et quand on comprend le personnage, il s'adapte, mais en fait, il a une telle envie d'aller au bout et de récupérer ce fil qu'il relie à ce qui reste sa raison d'être. Bon voilà, après faut pas en dire plus parce que faut pas dévoiler. Mais effectivement, parce que ce personnage c'est pas n'importe qui, le tueur n'est pas n'importe qui. Et puis ça on laisse le lecteur voir. Autre personnage, les gens qui le pistent ne sont pas n'importe qui non plus. Votre détective, c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille. Oui. Qu'on choisit, donc le juge le choisit parce qu'il sait qu'il lâchera pas. Alors il le choisit parce qu'il lâchera pas. Il le choisit aussi par amitié. Ils ont pas. De toute façon, ce sont deux couples. Les deux couples se fréquentent, se connaissent. Et puis, alors, il faut savoir que Paul Van Coster, dans son histoire, a démarré très tard, très tôt. Enfin, il y a très longtemps. Je veux dire, son métier de détective, il arrive là, il est en bout de course. Oui. Au départ, il a vécu sur ce qui était l'adultère, la preuve de l'adultère, les cocufillages, etc. Ça lui a fait gagner un peu sa vie. Il en a un peu eu marre et il s'est déplacé vers les entreprises. C'est-à-dire qu'il travaillait beaucoup avec les entreprises, savoir comment on protégeait des brevets. Il allait dans des missions. Il allait s'intégrer dans une équipe, voir si tout se passait bien. Enfin, il a beaucoup travaillé pour les entreprises qui ont des besoins énormes. Maintenant, tout ça s'est déplacé. Et puis là, il commence à être fatigué, quoi. Parce que les entreprises se regroupent, vont de plus en plus loin, s'installent souvent à l'étranger, et lui, les voyages, ça commence à le peser. Alors, il a peut-être envie de raccrocher. Et ça lui tombe un petit peu dessus. Donc là, il va faire encore à nouveau une recherche de personnes, il va repartir en enquête. Mais il n'a pas de bol, c'est dur. Hein. Alors c'est dur. Oui, parce qu'il se lance finalement dans quelque chose de nouveau pour lui, en quelque sorte. Tout à fait. Avec les moyens qu'il a d'avant, ses habitudes, tout ce travail qu'il a, ça l'a enrichi, ça lui a donné plein d'idées, etc. D'ailleurs, j'aime bien, ça rappelle un petit peu les films qu'on voit, type Agatha Christie, là, qui en ce moment, vous savez, où on voit, ils mettent des feuilles au mur. Voilà, c'est ça. Alors voilà, ils commencent par mettre les feuilles au mur. Donc ça aussi, c'est le vieux moyen d'investigation, là. Puis on oublie de les regarder, puis on veut pas les regarder. Et puis ces fiches, de toute façon, ils lui donnent rien, pour l'instant. Non, c'est pas évident. Et d'ailleurs, c'est vrai que selon comment vous écrivez les choses, vous voyez certaines choses ou pas. Exactement. Et il a pas eu de bol, il a pas pris la bonne façon d'écrire, c'est-à-dire qu'il a écrit des dates en chiffres. Et au final, les dates en chiffres, mais c'était pas évident, hein. Il aurait vraiment fallu que... S'il met en mois, ça peut lui mettre plutôt la puce à l'oreille. Mais bon. C'est pas évident tout ça. Et non. Enfin, donc ce personnage est quand même très très sympathique. Et puis, il en profite aussi pour se faire des petites vacances. Il a bien raison. Voilà. Alors là, c'est un petit peu la méthode un peu surannée où le gars il part avec sa voiture, sa valise, il va dans l'hôtel. Alors je me suis un peu régalé quand on est parti dans le Doubs parce que c'est un hôtel un petit peu particulier, mais qui correspond bien à la localité parce que Pierrefontaine-les-Varans, le climat de ce petit village, je pense l'avoir bien retranscrit. Oui. C'est vraiment des villages comme ça franc-comtois où il fait bon vivre. Oui, on a envie d'y aller. Hein. Ah oui. Mais je vous le conseille en plus. Oui, vous donnez vraiment envie d'aller voir. Oui. C'est vraiment pas le coin à touristes. D'ailleurs, on va tout faire. On va faire un coin comme ça où il ferait vraiment bon découvrir. On va aller voir à la Villefranche de Conflans. Là, c'est plus touristique. C'est différent. Et puis on va aller en banlieue parisienne. Enfin. Oui, vous nous emmenez vraiment. Y compris Marseille. Hein. Oui, y compris Marseille. Oui. Là, on fait vraiment. Ça m'était très important ça parce que sinon il aurait trouvé trop vite, quoi. Je veux dire, Marseille, c'est vraiment l'élément qui vient perturber tout. Alors là, oui, ça fiche tout par terre, parce que même pour le lecteur, on se dit, qu'est-ce qu'on vient faire à Marseille, ce truc. Maintenant, alors on change complètement. On a vraiment l'impression de changer complètement d'histoire en quelque sorte. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient faire là? Marseille, c'est spécial. En plus, on est dans le milieu de la pègre, un règlement de compte. Donc là, d'un seul coup, effectivement, on passe à une étape supérieure. C'est différent. Mais c'est bien, je trouve que c'est bien. Ça met un autre rythme. Et puis pour le personnage, en plus, c'est beaucoup plus traumatisant. Il y a quelque chose. Il vit pas l'épisode de Marseille comme le reste. Ça, c'est sûr.
Ça doit le déstabiliser un peu d'ailleurs. Complètement. Oui. Complètement. Et c'est tant mieux parce que bon, on le suit, mais on ne l'aime pas ce personnage. Il est quand même très glaçant. Alors je ne sais pas. Il y en a qui m'ont dit pour tout ce qu'il a fait, on arrive quand même à lui trouver une sympathie. Ah oui. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, sans rien dévoiler, on peut quand même dire aux auditeurs que ce tueur en série, ça peut être lui, quoi. En fait. Il a disjoncté, quand même. Voilà, mais ce qui m'a intéressé dans le personnage, c'est pour ça que à chaque fois je prends un thème, sur chaque livre que j'écris, j'ai toujours pris un thème de départ. Et moi là, le thème de départ, c'est quelqu'un qui se fait avoir par le destin. C'est-à-dire que c'est le destin qui change complètement la personnalité. Un coup du destin, un coup du hasard mais qui malheureusement peut nous arriver à tous et qui vient perturber complètement un personnage qui n'était pas cela du tout au départ. Oui. C'est-à-dire que voilà. Et ça, c'est l'épée de Damoclès qui reste au-dessus de notre tête. Rien n'est tracé, rien n'est définitif dans nos vies. Alors là, on pousse un peu loin. Je suis d'accord. Ça, là, on peut me reprocher. Il y va fort. Oui, non, là, on est dans la fiction, je le rappelle. Oui, mais quand même. Mais on garde toujours ce rapport à l'humain, ce rapport à l'être qui dit mais oui. Et ce lien, ce fil que cet homme veut retrouver. Oui, voilà, c'est ça. On reste dans l'histoire à cause de ça, quoi. Mais bon, alors vous avez fait cette division passé, présent, futur que vous mêlez de façon d'ailleurs très très subtile. Et puis j'ai remarqué aussi qu'il y avait une différence parce que vous avez quand même un certain nombre de passages en italique. Diantre-le. Oui, il y a des passages en italique, c'est vrai. C'est vrai. Alors les passages en italique, qui sont en rapport avec cette période où l'homme est menaçant. En fait. Oui. Et si vous dites l'homme. Oui, c'est l'homme. C'est l'homme. À chaque fois, c'est l'homme. C'est bien la distinction entre le personnage qu'il était et l'homme qu'il est devenu. Enfin, cette bête, c'est une bête humaine. Enfin, je sais pas. C'est très compliqué. Qui poursuit un mythe, qui poursuit quelque chose et qui écrase tout. Là au bout d'un moment, là, c'est fou. Là. C'est toujours la question, on se demande est-ce que réellement les monstres sont humains, est-ce qu'il y a des humains monstres, est-ce que voilà. Et là, est-ce qu'il est un monstre, est-ce qu'il est un humain? C'est il. Et puis c'est surtout c'est aussi un livre pour se détendre malgré tout, en tout cas prendre du plaisir. Donc il y a pas de réponse aux questions, si vous voulez. C'est vraiment quelque chose qui est offert. Moi je veux surtout qu'on s'amuse en lisant ça. Alors on s'amuse. On a peur quand même, mais c'est bien. Un bon plaisir à lire un polar, quoi. C'est ça que c'est un petit peu, c'est comme les enfants qui adorent les contes pour avoir peur. Voilà. Je sais pas, nous on est grands, mais on aime toujours quand même des contes pour avoir peur. Voilà, c'est vrai. Et là, la peur, elle nous mène jusqu'au bout. Ça, pouf. Oui. Ça serait dommage d'arrêter et puis de laisser encore 20, 30, 40, 50 pages à plus rien dire. On me l'a souvent dit d'ailleurs. Mais toi, quand tu arrêtes ton truc, ça s'arrête vite après. Je dis si c'est bon, si l'histoire est finie, on va pas rester en place. C'est bon, on a terminé. Mais faut pas avoir fini avant, quoi. Ah non, mais là vraiment, vous nous menez jusqu'à la dernière page. Ça, là, je rassure le lecteur. Il va pas quitter. Ça, le numéro que vous demandez, il va rester d'un bout à l'autre dans son livre. C'est à ne pas commencer le soir parce qu'on y passe la nuit. On veut savoir la suite. C'est sûr. Et même, on va jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire que même quand les policiers ont ce fil ténu qui va les mener à l'assassin, mais c'est pas fini. Ils vont reprendre la liste et ils vont la continuer jusqu'au sous-sol. Ils vont pas s'arrêter au rez-de-chaussée et donc ils vont envoyer une troupe, une compagnie de gendarmes aller chercher une pauvre personne à moitié Alzheimer. Là il y a une belle erreur là. Là, et pendant ce temps-là, on sait que l'autre il avance, quoi. Et ça, c'est pas possible. Et pourtant, ce sont des choses qui arrivent. Oui. En plus, la fausse piste que l'on mène jusqu'au bout sans réfléchir, alors que pendant ce temps-là, il y a la vraie piste qui menace. Et ça, c'était aussi un élément important dans la construction de mon bouquin. Alors on a déjà au début commencé par l'écriture. Vous m'avez dit, vous êtes passé d'écriture de textes courts en textes plus longs. Vous continuez quand même à faire des textes courts? Alors surtout en chanson.
Oui. J'ai décidé d'arrêter le café-théâtre l'année dernière. Oui. Parce que l'année dernière on a changé de vie. Bon voilà, on vivait en Alsace, voilà. Et puis on a décidé de rentrer chez nous, donc en Picardie, sur Saint-Quentin en ce qui me concerne. Et donc j'ai décidé d'arrêter les écritures de café-théâtre. J'en ai écrit encore récemment pour un copain, mais pour moi c'est bon, j'ai fait le tour. Et donc je continue des chansons. Voilà, je continue à écrire des chansons que je laisse dans ma besace. Pour l'instant, elles sont là. On verra bien si on en fait quelque chose ou pas. Et puis je garde l'écriture de polar. Là, je suis en train d'écriture pour le suivant. Voilà. D'accord. Donc vous en avez déjà écrit. Donc c'est le 3e. Hein. C'est le 5e. C'est le 5e. J'avais compté mais je ne vous en veux pas. Chez Raphaël Anso. J'ai mal compté. Non, alors le premier c'est c'était l'héritage du sénateur de l'Oise. Ensuite, il y a eu Hold Up à Saint-Quentin, Dérapage en Picardie, Haine et trahison et le numéro que je vous demande. D'accord. Bon, oui, j'ai mal compté, j'ai mal vu. Bon. C'est bien fait pour moi. Donc, vous voyez quand même une grosse différence. Bon, l'écriture d'un roman, vous la menez comment? Parce que l'écriture d'un texte court, vous savez dès le départ où vous allez aller. Pas toujours. Non, pas toujours. Non. C'est la découverte est pas la même. Quand j'écrivais mes spectacles de café-théâtre, j'ai quand même écrit plus de 350 ou 400 sketchs. Quand j'écrivais un spectacle, je prenais un thème. Fallait que je trouve un thème. Alors trouver un thème, ça se faisait des fois en faisant ses courses. Une fois, je suis amusé à retourner un paquet de croquettes pour chat et j'ai lu la composition. Voilà, c'est bon, j'ai fait un spectacle pas qu'avec les croquettes, mais avec il y a de quoi voilà la composition. Donc ça, c'est des choses que vous découvrez. Après, écrire un polar, c'est beaucoup plus de maturation en tête, quoi. Je veux dire, l'idée, le thème, il vient vite. C'est pas accidentel, c'est qu'on a vraiment envie. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de parler. Dans Haine et trahison, c'était je sors de prison, je fais quoi? Voilà. Et c'est pour ça qu'il a été écrit à la première personne, parce que je me suis dit ça m'arrive. Vous êtes mis dans la peau du gars. Je sors de prison, je fais quoi? Non mais c'est une vraie question. Donc voilà, là je prends un thème. Là, le thème c'est le destin frappe quelqu'un et le met sur une autre piste. Comment c'est possible et quelle peut être la raison je veux dire, ça suffit pas, le destin, le problème qui lui arrive, ça suffit pas. Il fallait trouver autre chose. Et j'ai trouvé on va pas le dévoiler. Non. Mais donc, après, il faut que ça mûrit longtemps, plusieurs mois. Oui. Où tout s'écrit, mais rien sur le papier. D'accord. Rien ça sur se le papier. place avant. Ouais. Et après, quand je dis c'est bon, j'entre en écriture, j'écris, et là on passe à alors des fois d'un bout à l'autre, mais des fois des morceaux, parce que je sais que ces morceaux-là je les mettrai après à un endroit ou à un autre. C'est pas défini à l'avance, mais disons que le scénario il est blindé, quoi. D'accord. Vous savez d'avance où vous allez aller. J'aurai quelques découvertes. Quelques découvertes. Par exemple, quand je vous parlais tout à l'heure qu'on envoie une escouade de gendarmes là-bas, ça c'est venu vraiment au moment de l'écriture. Quand j'ai refait moi-même la liste, j'ai trouvé que le rez-de-chaussée, c'est-à-dire il avait la même caractéristique que les autres, il était décédé aussi, donc pouf, on pouvait encore descendre d'un étage. Ça, je l'ai trouvé à ce moment-là. D'accord. Bon, ça changeait pas grand-chose sur l'intrigue, mais ça me permettait d'avancer encore un petit peu plus. Oui, mais aussi ça rajoute au niveau du suspense. Ah oui, mais si vous voulez, sur le scénario de départ, bien sûr. Bon, qu'il n'y soit pas n'est pas important. Non, mais ça, c'est des découvertes au fur et à mesure de l'écriture. Oui. Ouais. Alors, vous écrivez ordinateur, vous écrivez, carrément, vous tapez l'ordinateur. Ah c'est oui, quand même merci. Plus pratique, ah oui, merci Windows. Ah oui, puis alors on sauvegarde chaque fois, tac. Ah oui, attention. Ah oui, non, mais ce monde est merveilleux à ce niveau-là, cette époque est merveilleuse, quoi. Quand vous voyez des écrits, enfin des originaux d'auteurs, je parle pas de moi, mais d'auteurs, de grands auteurs français, quoi. Vous voyez le travail que c'était avec leur papier, leur rature, leur machin. Je suis, jamais j'aurais été capable, jamais de la vie. Moi, il y a une chose qui me fait beaucoup rire, c'est que quand
j'ai commencé, j'apprenais à mes gamins à écrire, et notamment, je leur montrais que parfois il y avait des endroits de leur texte qui n'étaient pas là où ils auraient dû être, que ça aurait dû être un peu avant ou un peu après, et je leur apprenais à découper au ciseau et à coller avec le scotch. Oh, je me dis mince, à l'heure actuelle. Mais voilà, et c'est tellement plus simple. Mais on fait pareil, copier, On coller. fait pareil, mais ça va plus vite. Je me rappelle mes gamins, parce que je leur disais, bah ouais, non mais regarde là, quand on écrivait un conte en 6e, mais oui, mais tu vois là, tu dis ça trop tôt, hein. Alors voilà, chic chic chic, on découpe, chic, on scotche. Oh, le copier-coller maintenant. C'est Waouh. extraordinaire. Mais vous avez aussi autre chose. Avant, l'écrivain avait un doute ou une question lui venait sur tel ou tel sujet. Fallait qu'il se lève, il prenne son échelle, il allait dans sa bibliothèque, chercher son bouquin. Mais là, c'est fini. Là, c'est sur place. Mais oui, vous ouvrez une fenêtre, vous allez sur Word, hop, t'as terminé, vous avez la réponse. Extraordinaire. Ah oui, moi, je sais que l'ordinateur, pour moi, alors bon, il y a des gens qui disent, je regrette, c'est un progrès énorme, notamment dans l'écriture, dans la recherche, mais c'est incroyable. Mais oui. C'est incroyable. Nous vivons une époque formidable. Oui, tout n'est pas sensationnel, mais pour ça, chapeau, là vraiment. Et quand vous écrivez, donc je vais peut-être me tourner vers Madame, vous êtes enfermée complètement ou il y a encore quand même une vie à la maison? Oui. Il y a une vie à la maison. Il y a une vie à la maison. Oui. Bon. Parce qu'il y a certains écrivains, n'est-ce pas? Alors ils sont là, enfermés dans leur. Ah mais quand j'écris, je suis seul. Mais quand j'écris, après, alors. Là, en ce moment, là, je suis rentré, je viens de démarrer l'écriture du prochain. Oui. Là, je vous assure que j'ai souvent en tête, quoi. C'est vrai que je fais quelque chose et j'arrête pas de penser à ce truc-là. Mais c'est normal, ça va me durer encore 3 semaines, 1 mois. Ça, je le sais. Bon, c'est comme ça. Mais quand je me mets à écrire, soit il est très tard, soit il est très tôt, ça dépend. Mais ouais, il faut être seul quand même pour l'instant de l'écriture. On peut pas. Mais après, dans la vie, moi, je sais quand même que ça me tic. Ça vous travaille toujours. Ah oui, je vais rester avec mes nouveaux personnages parce que moi il y a un lien très fort avec mes personnages. Même les premiers, je les ai encore avec moi et Bouboule, Sardine. C'était des personnages extraordinaires. Donc ils n'existent pas, mais pour autant, je les adore, quoi. C'est mes copains. Si, vous les faites vivre, donc ils existent. Ah, moi, je regrette. Le personnage de papier, il existe. Ah, il existe. Et je vais vous dire que quand j'écris le mot fin, vous regrettez un peu? Ça me fait quelque chose parce que je sais qu'ils vivront toujours les mêmes choses, ils vivront rien d'autre. Vous voyez, c'est le problème des personnages, c'est qu'une fois que vous mettez le mot fin, vous les enfermez dans ce que vous avez voulu en faire, ils n'évolueront pas, ils ne bougeront pas. Ils vont aller à la rencontre de plein de gens, mais ça sera toujours les mêmes. Et c'est voilà, le mot fin, ça les momifie. Pour vous peut-être, mais oui et non, parce que le lecteur va aller à leur recherche et puis va essayer de les comprendre et va essayer peut-être que il va les faire vivre un petit peu différemment de vous aussi. C'est vrai qu'ils vous appartiennent plus. Non. Voilà, non, ça c'est sûr. C'est sûr. Ils vous appartiennent encore en tant que personnage que vous avez inventé qui reste en vous, mais c'est vrai que vous les offrez. Oui, c'est ça. Mais c'est beau. C'est ça. Bah oui. C'est très chouette. Oui, ça me plaît bien. Non, mais et on est très content de les recevoir. Ah, mais c'est gentil. Voilà. Mais c'est vrai quand même, on les fait vivre un petit peu parce que quand on lit, on essaie de les comprendre. On essaie, puis peut-être parfois on se dit, oh, il aurait dû faire ça. Vous voyez, il y a une espèce de dialogue aussi qui se fait entre le lecteur et votre personnage. C'est vrai que ça se passe en dehors de vous, mais votre personnage, en quelque sorte, le lecteur le fait vivre. Eh ben alors tant mieux. Alors je suis content. Ah si, et puis il se l'approprie un petit peu aussi parfois. Ah oui, mais de toute façon, il faut savoir que la majorité, alors peut-être pas dans ce qu'ils font, mais la majorité des caractères, etc., ils existent. Il y a des profils. Moi, bien sûr. Je sais à qui je pense quand j'écris la façon de se comporter de certains. Donc je sais, et c'est pour ça qu'il me voilà. Il y a de la chair dans ces gens-là. Vraiment. Oui, ils sont bien typés, mais pas trop. Enfin, c'est vraiment comme comme Monsieur Tout le Monde, des gens qu'on peut rencontrer. Et c'est ça qui est intéressant. C'est aussi une des qualités du polar régional, parce que ça, je voudrais le souligner. On a avec les personnages qu'on rencontre des relations
facile, tout simplement parce qu'ils sont de chez nous, parce qu'ils ont notre patte. Quand vous êtes à Washington ou aux États-Unis ou n'importe quoi, quand vous voyez un personnage qui parle à un agent de police, par exemple, au bout d'un moment, vous n'y croyez pas parce que c'est pas possible. On n'insulte pas chez nous une autorité. Enfin, je veux dire, on lui fout pas un coup de poing puis ça reste pas lettre morte. Enfin, voilà, etc. Bon, sauf dans les mauvaises informations dont on nous abreuve allègrement, mais je veux dire, on a un respect à plein de choses et nous Picards, nous gens du Nord, nous des Hauts-de-France, bon, eh bien, on a cette patte et moi, mes personnages, ils ressemblent à ça, quoi. Ils ressemblent à ça, voilà. Bah, je peux vous dire que, il me semble que c'était hier, il devait y avoir un film qui s'appelait Gangster, quelque chose comme ça. Alors j'aime beaucoup Russell Crowe, donc je me suis dit je vais regarder. Et puis Denzel, comment il s'appelle ? Washington. Mm-hmm. Et puis j'ai craqué. Parce que c'était pas mon milieu, parce que alors il y a aussi la traduction qui est certainement pas terrible. Ouais. Bon, de toute façon, quand on écoute en américain, c'est toujours la même chose. Hein, il y a fuck d'un bout à l'autre. Bon, et puis c'était trop différent. Voilà. De ce que je peux. Et vraiment, je me suis dit, ben zut, alors ils ont mis un T sur Télérama, mais ils se foutent de moi. J'ai coupé. Je pouvais plus, ça m'agaçait. Et pourtant, j'aime bien les deux acteurs. Oui. Et ça recoupe tout à fait ce que vous dites, parce que non, mais moi, des policiers qui agissent comme ça, non, ça va pas. Ça va pas, voilà, c'est pas nous. C'est pas crédible, ça nous ressemble pas. Et ça, dans les polars en or, pas que chez moi, hein, dans la collection polars en or, on va retrouver des auteurs qui ont cette capacité à rester chez nous, et à nous faire comprendre les histoires avec nos gens à nous. C'est pas. Et notre façon de penser, parce qu'on a quand même pas cette façon, cette espèce de vulgarité, c'est pas la même. C'est pas. On peut être familier. Oui. Mais pas là, c'est tout de suite le coup de poing, puis ça saute de partout, et puis flûte, et c'est pas nous. Oui, mais c'est ça, mais c'est vrai. Bon, ça n'est pas français, ça n'est pas non plus. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la collection de chez Ravet-en-Sault et que je la recommande beaucoup parce que oui, on comprend les personnages. Sinon, les autres sont trop différents. Oui, voilà. C'est ça, un vrai polar régional, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment très très agréable. Alors moi je vous recommande donc chers auditeurs, ce numéro que vous demandez et puis les 4 autres qui ont précédé. Oui. De Francis Essic, et j'aime beaucoup cette écriture. Donc on arrive à la fin de notre heure. Vous m'aviez passé un autre disque de vous. Alors je ne sais pas quel est le titre. Allez, ça sera Maison Natale. Ça c'est le numéro 4 sur le CD. D'accord. Alors Maison Natale parce que j'ai la chance moi d'être né dans une maison et pas à l'hôpital. Et c'était aussi un thème de dire mais avant on naissait là où on vivait et c'est vrai qu'aujourd'hui tout est aseptisé. On est sous des gros néons avec des machins tout de suite prise de sang. Enfin, j'ai tout un cirque. C'est bien. Moi, je vais pas aller contre ça. Mais ma maison natale, quand je passe devant, je suis toujours content de la voir, quoi. Ça se comprend. Alors, il y a une petite chose, c'est que à 15h, normalement, je fais une lecture pour les adultes. Et je m'étais demandé si on ne pouvait pas lire un passage. Autorisé, bien entendu. Je veux bien le lire ou si vous préférez vous le lire, pourquoi pas. Ah mais si vous êtes une conteuse, je vous laisse ce métier, je vous laisse cette capacité que je n'ai pas forcément. Vous voulez non? Si vous voulez, si vous me dites de où à où, on va y arriver, hein, sans souci. Après tout, autant que ce soit l'auteur qui le fasse. Allez, chiche. Hein, ça va faire plaisir aux auditeurs. Parce que moi, ma voix, ça fait combien maintenant? Plus de 10 ans qu'ils m'entendent lire des histoires. Après tout. Si c'est pour leur offrir, allez, cadeau. Oui. Alors, moi, j'avais pensé à un passage là, mais peut-être que vous en préférez un autre. Donc, j'avais pensé à ce passage. Donc, c'est ainsi qu'au début du mois de janvier, et donc là, il se rend dans la ville de la banlieue parisienne. D'accord. Avec un. Alors, je pensais qu'on pouvait aller. Attendez, qu'est-ce que j'avais mis un petit point. On pouvait aller jusqu'à la fin. Maintenant, si vous avez un passage à vous que vous préférez nous livrer, parce que là, je m'étais dit, ça donne le ton, mais ça ne donne pas de réponse. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Parce que moi, ce que je trouve de lire, mais qu'on lui dise pas.
c'est évident. Bon, surtout un polar, mais quand même. Voilà, bon là, il y a vraiment la qualité de l'écriture, il y a, bon, on sent, là, il y a la recherche, etc. Mais, bon, c'est juste un passage qui, c'est une petite gâterie. Oh, trop gentil. Trop Voilà. gentil. Donc, je vais passer, j'ai quelques réclames à passer. Donc, je passe mes réclames, je passe votre maison natale. D'accord. Et puis on y va. Après, vous y allez. Ça marche. Voilà. Eh bien, voilà, un moment tout à fait agréable. Bon, j'ai une amie qui est elle-même sage-femme et qui accouche chez elle. Mais c'est pas évident. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, Bon, c'est une époque, mais moi je trouve, bon voilà, c'est une maison maintenant, je passe devant régulièrement et c'est à chaque fois un petit quelque chose. Eh oui. Comme une racine. Bien, donc maintenant, eh bien, Francis Essic va nous faire un joli cadeau puisqu'il va nous lire un passage de son roman, le numéro que vous demandez. Allez-y. C'est ainsi qu'au début du mois de janvier, il eut à se rendre dans une ville de la banlieue parisienne. Le contraste était saisissant entre la campagne du Doubs et l'effervescence de la commune d'Ermont. Une ville agréable qui, bien que très pavillonnaire, abritait la cible du dentiste dans une barre d'immeubles de 4 étages, située dans la rue de la Petite Bapaume. L'endroit était pratique pour passer inaperçu, car la taille de la résidence rendait impossible à chacun la connaissance de tout le monde. Dès lors, il était inutile de chercher à se camoufler. En revanche, l'identification de cette Christine Oudelette, que le praticien recherchait, s'en trouvait compliquée. Le nom figurait bien sur la boîte aux lettres. En plus du prénom Christine, on y avait ajouté ceux de Fabien et Sabrina. L'appartement se situait au 3e étage. Il s'y était rendu une première fois en repérage en suivant l'escalier et avait constaté que 6 portes occupaient le palier. Cela faisait du monde capable de surgir au mauvais moment. Surtout qu'en considérant la ville comme une cité dortoir, les déplacements risquaient de se faire dans un laps de temps serré, ce qui ne facilitait pas la tâche. Il prit la décision de tenter d'identifier sa victime le matin. Il était plus simple de le faire à son départ. Il pourrait la suivre dans la rue qu'à son retour, puisqu'il n'aurait alors que le temps de l'apercevoir dans l'escalier avant qu'elle ne réintègre son appartement. À chaque fois, il profitait de la sortie d'un résident pour s'introduire dans l'immeuble. De par son âge et son maintien, il n'inspirait aucune méfiance, et on lui tenait la porte le temps qu'il pénètre dans les lieux. Le matin, il se posta sur les marches entre le 3e et le 4e. S'il venait à entendre quelqu'un emprunter l'escalier depuis l'étage du dessus, il descendrait et se rendrait sur le palier du 1er, avant de remonter prendre son poste. Dès qu'un pas féminin résonnerait sur le sol du 3e étage, il lancerait un appel sur le numéro du portable. En toute logique, il aurait au minimum 6 coups de fil à passer. Il se rendit compte que c'était trop. Chaque appel laissant une trace, on pouvait déboucher sur une plainte ou sur une réclamation auprès de l'opérateur. Et puis, si l'enquête venait à s'orienter sur le téléphone, ces communications paraîtraient suspectes. Il tiendrait donc compte de l'âge de la femme, attendant de l'apercevoir avant de tenter un appel. Selon la date de naissance recueillie, Christine avait 47 ans. Sauf à ce que tout l'étage navigue dans le même millésime, 1 ou 2 essais devraient suffire. Il n'y en eut d'ailleurs qu'un, puisque le 2e matin, il avait été trop dérangé lors de sa première tentative. Un couple quitta le palier du 3e, un couple dont l'homme appelait la femme Chris, et se comportait comme son compagnon. Pétignot eut la patience d'attendre que l'homme récupère sa voiture sur le parking et que la femme gagne à pied la gare du Transilien toute proche pour lancer son coup de fil. Aussitôt, la femme s'arrêta pour fouiller dans son sac à main et extraire un portable qui avait cessé de sonner. Un faux numéro, sans doute. Elle n'avait pas remarqué l'homme qui venait de la dépasser, un mobile à la main, et qui en profita pour prendre discrètement la photo de sa proie. Ainsi, elle pourrait s'habiller différemment. Depuis n'importe quel poste d'observation, il parviendrait à la repérer et à agir. Il faudrait malgré tout faire preuve de patience, la ville rengorgeant de caméras de vidéosurveillance. L'idée lui vint de profiter de la période des soldes. Madame Oudelette
pas moins que les autres banlieusards, étaient attirés par ce moment de grande chalandise. Le dentiste comprit très vite qu'il avait là une chance réelle de réussir son forfait. La foule se pressant dans les magasins parisiens lui permettait de rester anonyme et non détectable par sa cible. De plus, sa présence n'offrait rien de particulièrement curieux ou étonnant. Mais l'avantage essentiel résidait dans cet espace dépourvu de caméras de surveillance qu'étaient les cabines d'essayage. Là, ce serait du ni vu ni connu. Surtout qu'en ces périodes, les clients entrent avec plusieurs vêtements à essayer, donc une occupation longue d'une cabine n'est pas immédiatement étrange. Il lui faudrait être méthodique, mais il n'éprouvait plus aucune inquiétude. Il l'observait, à distance, prendre un article, le regarder, le faire tourner dans la lumière, le reposer, en prendre un autre. Il l'inspectait de même et le déposait dans le panier d'achat. De loin en loin et de manière indécelable, il l'épiait. Puis vint le moment où elle décida qu'elle avait suffisamment de vêtements à essayer et où elle prit le chemin des cabines. Discrètement, il enfila ses gants de latex et, dans sa poche, serra le poinçon qu'il s'était fabriqué à Merlimont. Une pointe qu'il avait meulée, très acérée, qu'il allait planter sous la poitrine en remontant pour toucher le cœur. Intérieurement, il se sentait rassuré, certain qu'elle ne souffrirait que très peu. Il y aurait l'effet de surprise et d'incompréhension pour effacer la douleur fine de l'entaille. L'important étant que la perforation soit la moins large possible pour retarder l'afflux de sang. Il repéra la cabine dans laquelle Christine était entrée. Un vigile contrôlait surtout les articles qui allaient et venaient dans cet espace, mais il n'était pas capable d'affirmer qui était dans quelle box et surtout si tel homme était avec telle femme ou non. Pétignot laissa à sa proie le temps logique de se dévêtir et d'enfiler un premier vêtement, puis quand il l'eut décidé, il pénétra dans la cabine, refermant prestement le rideau derrière lui. « Bonjour, Christine. » La quadragénaire le regarda avec une stupéfaction évidente, désarçonnée par l'usage de son prénom. Très vite, il fut derrière, et contre elle, il lui enfonça avec sa main droite son poinçon en plaquant son autre main sur sa bouche. Complètement paniquée, la femme, en oubliant pratiquement de se débattre, son corps tendu tenta quelques rebuffades, mais fut rapidement frappée d'une indolence indiquant une perte d'énergie brutale. Une fois certain que la femme n'était plus capable de lutter et qu'il avait atteint son but, il retira la lame et, se saisissant d'une robe sur le porte-manteau, comprima la plaie afin de ne pas être taché par le sang et d'éviter que celui-ci ne se répande trop vite sur le sol de la cabine. Il la tenait toujours contre lui, bien serrée. Il continuait de lui parler tout bas, alors que le regard de la femme n'était que terreur, la bouche toujours bâillonnée par le gant de latex. « Il te va très bien, ce pull, Christine. Combien ? 40%? C'est bien. Calme, calme. Tout va bien se passer. » Petit à petit, la femme effilochait ce qui lui reliait à la vie. Il attendit longuement que l'ensemble de son corps soit totalement relâché. Enfin, il y eut le dernier soubresaut qui emmena Christine loin des siens, loin de tout, définitivement. Pétignot accrocha le corps, en passant le pull dans la patère fixée au mur. Il ne risquait pas ainsi de s'effondrer à travers la tenture. Puis il sortit rapidement de la cabine, refermant derrière lui le rideau, un pantalon sur le bras, comme pour aller le changer, ce qui masquait ses mains gantées. Il se rendit au rayon femmes, reposa l'article, puis tranquillement, les mains dans les poches, quitta le magasin. Il ôta alors ses gants. Candice serait bientôt à nouveau en possession de son numéro. Merci beaucoup. Superbe. Alors, il y a quand même là, pendant que je vous écoutais, il y a cette espèce de cruauté du prédateur, en même temps qu'une gentillesse. Parce que bon, il a quand même, il pense au poinçon, il l'a bien, mais de façon à pas trop lui faire mal quand même. Alors évidemment aussi parce que comme ça va pas saigner trop vite. Et voilà. Mais en même temps, alors à chaque fois, il lui parle gentiment au moment où il la tue, où elle, il y a cette espèce de finalement de froideur, de cruauté du prédateur qui est vraiment, c'est terrible. Là, alors en plus, bon, moi maintenant je peux plus rentrer dans une cabine d'essayage, je peux regarder derrière moi. Déjà, il y avait ces histoires de cabines d'essayage, je sais plus, très très longtemps, où il y avait, je sais pas quoi s'est passé. Enfin, c'était à Amiens, je crois. Il y avait eu des problèmes, etc. Bon, il y a longtemps de ça. Et alors là, maintenant, on dit, waouh, si je suis en train d'essayer et puis qu'il y a un type qui arrive derrière avec son poinçon, brrr, bon. Alors, je vous conseille de privilégier les cabines avec
avec porte, et non pas avec rideau. Voilà, c'est une façon d'enlever sa phobie. Alors, n'oublions pas que, et le lecteur l'aura compris, il s'agit d'un dentiste, donc un médecin. Il connaît bien l'anatomie. Tout à fait. Et il sait comment agir. Hein, voilà, c'est aussi ce qu'il peut expliquer. Mais c'est vrai qu'il y a deux facettes, évidemment. Mais oui, c'est quand même curieux parce que c'est le prédateur. Il sait qu'il va tuer. Il a tout calculé. L'histoire des gants de latex qui cachent. Enfin, il y a tout est calculé, mais c'est même au centième de seconde près. Il sait exactement. Hein, Bon, moi, ça me fait penser à mon chat en train de guetter une souris. Et vraiment, là, oui, il la guette, il la suit, il prépare tout. Mais en même temps, il y a ce petit côté. T'inquiète pas, ça va se passer vite. Mais oui, t'as bien raison. 40%. Et disons, c'est une affaire. Et pensez d'une affaire. C'est curieux. Alors, c'est curieux, mais c'est ce qui va nous permettre de lui garder un minimum de sympathie. Et en fait, lui, je suis persuadé que dans son fort intérieur, il regrette tout ça. Mais il n'a pas le choix. Il veut rester avec ce fil qui le relie à Candice. Il n'y a rien à faire. C'est devenu ce qui est resté. Il faut quand même savoir que cet homme qui jouissait d'un bonheur parfait, qui était en plus d'une humanité tout à fait respectable, puisque bon, il soignait gratuitement en prison. Enfin, je veux dire, oui. Il avait une personnalité. Oui, il a pris un grand coup sur la tête quand même. Voilà. Il se réveille d'un coma qui a duré je sais pas combien de temps. Il est tout seul, quoi. Il a même pas pu assister aux obsèques, ni rien du tout. Je veux dire, le traumatisme, c'est compliqué à imaginer, et donc ça place le personnage dans une sorte de fragilité, mais une fragilité très forte, puisque c'est une personne effectivement qui a la capacité de faire vivre ses envies et d'aller au bout de sa démence. À la fin, c'est une démence, hein. Mais ce qui est très bien, et de toute façon dans tous vos personnages, c'est qu'ils ne sont pas soit tout blanc, soit tout noir, et qu'il y a quand même, justement, vous les faites vivre. Oui. Il y a cette ambiguïté que nous avons tous dans l'existence, tous. Hein. Voilà, ils sont pas. Ce sont peut-être des personnages de papier, mais bon, vous disiez qu'ils vivaient toujours en vous. Ah oui. Et mais on les sent vivre là. Mais vous savez, j'espère que le lecteur gardera aussi des images comme ça. Moi, j'ai l'image de cet homme qui est assis en fin de journée sur la plage de Merlimont. Il est tout seul, le froid commence à le gagner, le soleil se couche dans la mer, et il rentre et il dit je suis là. Si on veut me prendre, il y a qu'à venir me chercher, mais personne ne vient le chercher parce que personne n'imaginerait que ce type-là, voilà, a assassiné. Non, mais voilà, c'est ce que j'aime bien, c'est cette confrontation de choses évidentes et d'autres qui ne le sont pas du tout, et pourtant c'est la même réalité, quoi. Oui, et puis je crois que c'est la réalité aussi. On a un petit peu trop tendance à penser les gens soit tout blanc, soit tout noir, et on a tous jamais ça. Voilà, on a tous une part d'ombre, une part de mystère. Alors avec des niveaux de gravité plus ou moins importants, mais oui, c'est vrai. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, et puis merci pour ce super cadeau de lecture que vous nous avez fait. Ouais, c'était avec grand plaisir. Bon, écoutez, là, vous comptez sortir le prochain quand? Ah, moi, je sais qu'il va être écrit d'ici 3 semaines, 1 mois, mais je sais aussi qu'il y a le temps de l'édition, que les éditeurs laissent vivre les anciens livres pour arriver à un certain niveau de rentabilité. Enfin, c'est compliqué, une maison d'édition. Faut qu'elle vive. Hein, on peut pas leur demander de publier. Si ce n'était qu'à moi, on publierait très longtemps, mais très souvent. Mais je veux dire, non, c'est pas possible. Donc je peux pas vous donner de date parce que ça dépendra de l'éditeur. Je sais que en janvier, moi, j'aurais fait mon boulot, j'aurais transmis. Après. Écoutez, après, quand il sera sorti, moi, je vous invite à nouveau. Ça sera très gentil, ça sera avec moi, plaisir partagé, pensez-le bien. Voilà, parce que de toute façon, je trouve que c'est toujours très très intéressant aussi pour les auditeurs, parce que c'est vrai que quand on voit un titre, on n'a pas forcément envie, etc. Et peut-être que là, le fait de vous entendre, le fait de savoir un petit peu de toute cette vie qui est dedans, votre écriture, enfin, je pense que ça doit donner un petit peu plus envie d'aller vers. Je l'espère. J'espère. Voilà, mais je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir, de Merci vous être grandement. Déplacé jusqu'à Radio Puisalène. Et puis, je vous invite à y revenir dès que le prochain sera sorti. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Donc là, nous allons écouter Alex Baupin, et puis ensuite, je ferai mon petit appel habituel, n'est-ce pas, pour ce qui va se passer au Chevalet de Noyon sous peu, avec Alex Baupin qui va venir sous peu, justement. Voilà.